chance. J'ai trouvé, voilà, du coup, donc, il y avait ça. Donc, c'était un voyage agréable. Ça qu'on m'a dit. En plus, elle m'a ramené. Elle, j'ai failli faire la même erreur que toi. J'ai regardé pour demain, 15h, 16h. En fait, je comprends facilement. Et même, en fait, l'avion est parti un quart d'heure avant l'heure. Ah oui, il est parti. 10h15, 11h15. Par chance pour moi, parce que je ne voulais pas me faire attendre trop longtemps. C'est ça. L'élève, bonjour. L'élève, bonjour. Restez depuis jeune. Allez, du coup, je vais dire bonjour à tout le monde. Voilà, vous n'avez pas commencé. Hein. Salut. Le son est délicat. Mais... Chacun son job. Bonjour à tous et bienvenue à cette table de restitution de la Semaine du son de l'UNESCO en Tunisie qui s'est tenue du 10 au 15 novembre. Ces rencontres professionnelles du livre audio en Tunisie se sont déroulées entre Tunis, Bizerte et aujourd'hui Djerba. Une série de tables rondes et d'ateliers que j'ai eu le plaisir de modérer, des invités de calibre international, des échanges passionnants dont le but aujourd'hui est de vous en restituer l'essence. Pour vous citer les thèmes abordés lors de ces tables rondes, nous avons parlé du rôle de l'audio au cœur des nouveaux médias et des industries culturelles et créatives. Ça, c'était à l'ESAC, à Gamart. À Bizerte, nous avons parlé du livre augmenté, de l'entrepreneuriat dans le secteur du livre audio, des enjeux économiques et diplomatiques du livre audio et les métiers de l'audiovisuel, de création sonore et médiation, et enfin, de nouvelles expériences autour du son, le son immersif, VR, AR. Laissez-moi vous présenter mes invités avant de leur laisser le soin de vous restituer les différents axes abordés. Nedene Jehi, directrice de l'Alliance française de Bizerte, bonjour. Cécile Paluzinski, présidente de l'association La Plume de Pan.
Lamia Belgaïd Giga, directrice de l'École supérieure de l'audiovisuel et du cinéma, l'ESAC. Yassine Hamrouni, directeur de l'Alliance française de Djerba. Et enfin, Christophe Rioux, président fondateur de la Semaine du son de l'UNESCO en Tunisie. Christophe, je commence par vous. On parle de l'UNESCO. Quel a été son rôle exactement dans toute cette initiative ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, il faut d'abord rappeler effectivement que l'UNESCO a été à l'origine de cette réflexion avec une Semaine du son de l'UNESCO qui a été créée en 1998. Donc en 2023, la Semaine du son de l'UNESCO fêtera ses 25 ans, donc c'est un anniversaire important, avec peut-être une idée centrale qui est de sensibiliser aux enjeux du sonore dans le monde et sous toutes ses formes. Donc ça, c'est le point de départ de la Semaine du son de l'UNESCO en général. En Tunisie, la Semaine du son de l'UNESCO en Tunisie, elle, a un objectif qui est double. On souhaite renforcer la dimension à la fois francophone et puis la dimension littéraire des Semaines du son de l'UNESCO dans le monde. Et donc tout a commencé effectivement à l'UNESCO avec une phrase que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de citer en janvier, qui était « C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar », vous la reconnaissez, c'est le fameux incipit, le début du Salammbô de Flaubert. Et puis, comme tout commence par une phrase et tout termine par une phrase, ici même, on pourrait citer « À Djerba, l'air est si doux qu'il empêche de mourir ». C'est aussi Flaubert dans Salammbô, c'est magnifique, ça date de 1862, mais c'est superbe. Et cette Semaine du son, vous l'avez dit, elle a démarré donc le 10 novembre avec une table ronde intitulée « L'audio au cœur des nouveaux médias et des industries culturelles et créatives » à l'École supérieure de l'audiovisuel et du cinéma, l'ESAC. Elle s'est poursuivie le 11 et le 12 novembre à Bizerte, avec ces fameuses rencontres professionnelles du livre audio. Et puis aujourd'hui, nous sommes réunis autour d'une rencontre finale, qui est à la fois une rencontre de restitution, on va tenter de faire le point, le bilan sur cette Semaine du son de l'UNESCO en Tunisie, et puis également d'aborder la thématique qui est en lien direct avec le sommet de la francophonie à Djerba, la révolution du son, ambassadeur de la francophonie et créateur de connexions. En bref, vous l'avez compris, la Semaine du son de l'UNESCO, c'est donc 2 pays, la France, la Tunisie, 3 villes, Bizerte, Tunis et Djerba, 4 jours de rencontres et 25 intervenants que je remercie toutes et tous. Merci vraiment à tous ces intervenants. Alors, je ne peux pas tous les citer parce que 25, ça fait beaucoup, mais nous avons eu la chance, peut-être pour synthétiser, puisque c'est le but de la table de restitution, des acteurs publics et privés, des artistes et des entrepreneurs, donc une grande variété. Parmi eux, je cite l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, le syndicat tunisien des libraires, la Cité des sciences de Tunis, l'IRCAM, TIC-DCE, la BNF, Strasbourg, capitale mondiale du livre audio, ou encore Blind ou Livox. Alors, je ne cite pas tout le monde, mais je veux effectivement vous renvoyer au programme de ces rencontres de la Semaine de l'UNESCO en Tunisie sur le site des Alliances françaises de Djerba et de Bizerte. Et je voudrais aussi à nouveau remercier les co-organisateurs de la Semaine du son de l'UNESCO en Tunisie, donc les Alliances françaises de Djerba et de Bizerte, l'association La Plume de Plan, l'ESAC, qui nous a aussi accompagnés, où nous avons eu la chance de faire notre ouverture, l'Institut français de Tunisie, merci à Sarah Gorbal et à Fanny Roland spécialement, et puis le sommet de la francophonie quand même, qui nous accueille au village francophone à Djerba, et enfin toutes les équipes de la Semaine du son de l'UNESCO à Paris. Un merci spécial à Christian Hugonnet, son président. Super, j'espère qu'on n'a oublié personne. J'aimerais vous dire que tous ces partenaires effectivement ont été essentiels à la richesse de ces rencontres. Mais là, c'est vraiment le club des 5. Sans ces 5-là, il ne se passait rien. Donc, j'aimerais vous les présenter avec un peu plus de détails. On commence par Nadène Nejehi, qui est professeure universitaire, formatrice, docteur en sciences de l'éducation, historienne des sciences et didacticienne du FLE. Elle est directrice de l'Alliance française de Bizerte en Tunisie et dans le cadre de ses missions de coordination du réseau Alliance française de Tunisie, elle a dirigé l'expérimentation du livre audio en classe de FLE en Tunisie en 2019, lancé par La Plume de Pan. Elle a initié le projet Salon du livre audio en Tunisie, porté par son alliance et organisé par les Alliances françaises de Tunisie
membre de la commission du livre audio et membre du comité d'organisation de la Semaine du son de l'UNESCO en Tunisie. Nedeh, pourriez-vous vraiment replacer un peu tout ce qu'on s'est dit, mais en nous expliquant les enjeux diplomatiques et pédagogiques du livre audio? Merci Amel. Alors j'aimerais d'abord parler d'un peu de l'historique de cet événement. En fait, c'est à travers d'abord en fait, l'engouement que le livre audio en Tunisie est venu. Il est venu tout naturellement après l'expérimentation du livre audio en classe de français langue étrangère dans les Alliances françaises de Tunisie, un projet qui a été lancé justement par l'association La Plume de Pan. C'est aussi à travers l'édition du premier salon du livre audio qui a été initié par l'Alliance française de Bizerte et par la suite porté par les Alliances françaises de Tunisie, soutenu par l'Institut français de Tunisie, que c'est à travers cette édition que le livre continue justement de s'imposer comme un ambassadeur d'une diplomatie littéraire francophone. Donc en effet, la Semaine du son de l'UNESCO en Tunisie a montré que les enjeux du livre audio dans la sphère francophone se placeraient, je dirais, dans un triangle avec 3 sommets. Ces pôles sont la diplomatie culturelle, l'éducation et l'entrepreneuriat. L'interculturalité dans la diversité et grâce au numérique, thème du sommet de la francophonie, permet justement de nouer des liens ou des relations entre ces 3 pôles du triangle. En effet, promouvoir la lecture sous toutes ses formes est un vecteur puissant de la promotion de la langue française, de la diffusion du savoir, mais aussi de la préservation de la diversité culturelle que permet justement la francophonie à travers ses accents. Et cette idée des accents francophones nous amène à un deuxième sommet du triangle qui est l'éducation. Le livre audio, c'est aussi un outil pédagogique intrinsèque à la diffusion des langues, mais aussi des cultures. Et à travers l'expérimentation de ce support, on a démontré que cet outil est efficace à travers sa facilité de partage dans la diversité du numérique, entre autres. Alors, en plus de son accessibilité par le prisme digital, le livre audio permet aux créateurs de dénicher des opportunités entrepreneuriales. Et c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant en filigrane pendant toutes les rencontres professionnelles du livre audio, parce que le livre audio ouvre aussi des perspectives de coopération dans l'écosystème francophone du sonore. Voilà. Merci beaucoup. Pour rester dans les grands enjeux, je me tourne vers Yessine Hamrouni, qui est riche de son expérience de 15 années à l'Institut français de Tunisie, au pôle livre et médiathèque. Il a pris ses fonctions de directeur de l'Alliance française à Djerba il y a un peu plus d'1 an, je ne me trompe pas, Yessine ? Familier des supports numériques et ayant une grande expérience du monde de la communication et des sciences de l'information, il est également formateur et médiateur aux outils numériques de la communication professionnelle à destination des établissements culturels et éducatifs. L'Alliance de Djerba est co-organisatrice du Salon du livre audio en Tunisie. Dans sa première édition, il est aussi membre du comité d'organisation de la Semaine du son de l'UNESCO en Tunisie. Yessine, je souhaiterais parler médiation et emploi professionnel du livre audio, du podcast. Et dans un second temps, est-ce qu'on peut parler de modèle économique du livre audio en Tunisie? Est-ce que le schéma commence à se profiler? Il y a énormément de sujets à traiter, en tout cas en ce qui concerne le modèle économique du livre audio, en tout cas le modèle économique de diffusion du livre audio, et sur la partie médiation qui est aussi un pilier
et un vecteur très important, en tout cas, de la diffusion de livres audio, parce que c'est après tout une question de marché. Donc voilà, s'il n'y a pas de la demande, eh ben, voilà, à un moment donné, ça capote. Et donc, autour du modèle économique, je préfère plutôt commencer par le modèle économique. Le livre audio, aujourd'hui, n'est plus sur ou sous le format de cassette ou de CD. Donc, l'industrie du livre audio a évolué et je pense que la production s'inspire énormément aujourd'hui de ce que nous offre le numérique en termes de portabilité. Donc, en lien direct avec cette portabilité-là, donc c'est la question des plateformes numériques sur lesquelles on accède au livre audio sous toutes ses formes. Ce qui veut dire que une plateforme numérique doit avoir une ergonomie entre autres financière, et donc du coup, pour accéder et pour permettre en tout cas cet échange et puis la circulation du livre audio tout en respectant les droits d'auteur, ça nécessite quand même encore un long travail en ce qui concerne la Tunisie. Et puis toutes les tentatives qui existent aujourd'hui, elles sont à mon avis sur le bon chemin. Et il est nécessaire, je pense, de fédérer encore plus d'efforts et de compétences pour avancer et trouver un modèle économique, en tout cas applicable à des pays comme la Tunisie et pourquoi pas à des pays comme, je dirais, du continent africain, de la sphère francophone. Si on prend le cas de l'Europe, en tout cas des plateformes qui existent en Europe, l'Europe a une monnaie commune, a des plateformes communes, a des systèmes d'échange qui sont très mutualisés, et donc ça facilite l'échange, par exemple, et l'exploitation de ces plateformes de diffusion. Contrairement en tout cas à ce qui se passe dans d'autres pays dans le monde, dans la sphère francophone, ces plateformes-là ne sont pas forcément compatibles d'une part sur le plan technique, mais également pour des questions financières. Le point aussi de la compatibilité de certains supports du livre audio est aussi une grande question à poser, au-delà du facteur financier lui-même. Donc, si je synthétise, pour qu'il y ait une fluidification de la diffusion du livre audio à travers des plateformes, je pense qu'il doit y avoir des dénominateurs communs d'ordre financier et d'ordre technique. Quand je dis technique, je parle précisément des différents formats de livre audio. Je pense qu'à partir de ces deux éléments-là, on pourra arriver à des plateformes en tout cas qui répondraient à la nécessité en tout cas aux besoins de diffusion du livre audio. Et ça, c'est un constat en tout cas très personnel que j'ai pu en tout cas observer les 4-5 dernières années, et puis les derniers échanges l'année dernière et cette année-là avec les différents partenaires, les différents acteurs du livre m'ont en tout cas convaincu de la nécessité d'une réflexion plutôt la plus élargie possible quant à ces différents éléments à la fois financiers et techniques. Il y a la solution, par exemple, de paiement en ligne qui concerne le MobiCash, mais qui n'est malheureusement pas encore répandu, et sur un seul territoire, l'utilisation n'est pas non plus la même. Voilà, ça c'est ce que j'ai à dire de manière liminaire sur le modèle économique du livre audio. Après, l'autre question, c'était autour de la médiation. Oui, voilà. La médiation est nécessaire, en tout cas pour l'élément culturel, pour la diffusion de l'élément culturel, et encore plus pour un support qui est aujourd'hui très diversifié et qui nécessite également une maîtrise des outils numériques, sachant que, les 10 dernières années, il y a eu comme une accélération en termes de création d'outils et de nouveaux outils émergents. Il y a une espèce de boom en termes d'utilisation de smartphones, de tablettes, de systèmes d'exploitation. Et donc, il y a toute cette partie-là aussi qui est à prendre en considération. Vous me dites si j'ai dépassé le... Tout va bien, tant que je ne te fais pas les gros yeux.
Et donc voilà, il y a toute cette diversification-là, et je pense que l'élément humain est très important pour accompagner les curieux, pour accompagner les personnes, en tout cas, qui ne connaissent pas forcément ce support-là, mais qui voudraient bien l'expérimenter ou le découvrir. Et aussi, je veux dire, à travers les établissements culturels, à travers les bibliothèques, qui sont également au centre de toutes ces questions-là. Voilà. Merci beaucoup, Yessine. On a beaucoup parlé du livre audio, mais il n'y a pas que ça. Je me tourne vers vous, Cécile. Vous avez participé à 2 des tables rondes qui se sont tenues à Bizerte. Vous avez également animé un atelier avec de jeunes étudiants bizertains d'initiation au podcast. Vous maîtrisez vraiment tous les aspects finalement du schéma. Vous faites beaucoup de formations. Laissez-moi mieux vous présenter. Vous êtes la présidente de la Plume de Pan, directrice de Numérette Conseil, qui dispense justement des formations auprès des éditeurs de livres, des libraires et bibliothèques autour du livre audio, notamment pour l'Institut français. Livre audio, d'accord, mais on a aussi beaucoup parlé d'innovation, de l'avenir, des contenus sonores, du VR, de AR, du son immersif. Alors effectivement, on voit que Internet a bousculé les industries culturelles et créatives en général, et puis plus spécifiquement les formats liés au son. Je pense que de manière générale, on peut constater qu'on assiste à une métamorphose de la narration qui est induite aussi par des usages numériques aujourd'hui différents. Donc le contenu sonore, qui était assez peu développé il y a encore quelques années, s'est fortement développé en trouvant sa place, en fait, notamment dans des projets transmédia. Alors je pense que on peut peut-être en exemple reprendre certaines interventions auxquelles on a assisté pendant la semaine du son. Je pense notamment à 2 interventions qui me semblent assez intéressantes sur le sujet, de Nadia Chiari avec son fameux Willis from Tunis, qui a pris une forme animée avec une bande sonore. C'était assez intéressant parce qu'elle expliquait que notamment dans le cadre de la création de ces images, en fait, elle pensait déjà le mouvement et le son en fait de ce chat. Et avec les outils numériques, notamment aujourd'hui, et puis d'autres formes créatives, le son trouve toute sa place. Je pense aussi qu'avec le développement des usages de la jeune génération, ce sont aussi des nouvelles formes narratives qui émergent. On le voit par exemple avec les initiatives de bandes dessinées sonores où tout à coup le son accompagne la forme narrative. Et puis je pense qu'il y a un point important aussi à souligner, c'est qu'on a été pendant longtemps dans une logique d'adaptation d'œuvres issues du papier, donc avec une narration au départ pensée pour du livre papier, une narration linéaire, et qu'aujourd'hui on change un peu d'approche avec cette idée de dire qu'on va plutôt partir des supports et des écrans pour penser une narration où évidemment le son, entre autres, trouve toute sa place. Un point peut-être aussi important à indiquer en termes d'innovation, on l'a vu à travers les exemples cités par l'IRCAM, c'est qu'on se rend compte à quel point le son a une dimension immersive. Donc on le retrouve notamment dans les projets de VR, d'AR. Et je tiens à partager peut-être cette expérience proposée par l'IRCAM, qui fait énormément étoilée avec tout ce que ça induit d'appel en fait, à nos différents sens. Et à travers la VR aujourd'hui, et le son notamment binaural, on est en capacité de reproduire des expériences similaires à celle-ci. Donc j'aime assez cette idée que le numérique aussi est une façon aussi de revenir finalement aux sources. Et puis un point aussi important, c'est aussi le rapport du son et du corps. C'est qu'on a eu jusqu'à présent une approche du son qui était que le son passait par les oreilles, et on s'est aperçu à travers ces différentes tables rondes qu'aujourd'hui, on est aussi dans cette idée de mettre le corps en jeu. On le voit avec le son binaural, où finalement le son passe aussi à travers le corps, ce qui participe grandement à ces expériences immersives dont on vient de parler. Peut-être juste pour conclure sur la partie innovation, je pense qu'on n'en est qu'au tout début en fait, de ces innovations sonores, parce que l'engouement finalement pour le son est relativement récent.
Et les formes sonores aujourd'hui prennent des formes très différentes, enfin des formats très différents. On a parlé du livre audio précédemment, mais on assiste à un engouement quand même extrêmement fort pour les podcasts. On parlait là des ateliers avec les enfants, mais on voit que les podcasts aujourd'hui irriguent toute la société. On les retrouve dans le domaine culturel, mais les grandes entreprises également s'en emparent pour parler de leur marque. Et puis une place aussi de plus en plus importante du son dans l'espace public, à travers notamment des parcours sonores. On a eu l'occasion notamment à Bizerte, dans le cadre de la Semaine du son, d'inviter le public. Alors à travers ce petit dispositif de QR code, d'amener finalement à revisiter la ville à travers ces contenus sonores. Donc je pense vraiment que le champ des possibles est ouvert et qu'avec toutes ces expérimentations actuelles autour du son, on va voir émerger des contenus sonores qui apportent une nouvelle expérience de lecture. Vous avez insisté sur le retour aux sources. Le retour aux sources, c'est la transmission. Qui dit transmission dit formation. C'est là que je me tourne vers Lamia Giga-Bulgate, qui, je vous le disais, est la directrice de l'École supérieure de l'audiovisuel et du cinéma. Elle est également enseignante universitaire, chercheur. Ses travaux sont liés au cinéma tunisien et africain. Elle a publié de nombreux articles dans des revues scientifiques. 2020-2021, elle a contribué en tant qu'experte auprès de l'UNESCO et les membres du Critic Awards for Arab Films. Et elle va nous parler de formation et métier et le mot partenariat qui est important pour vous. Merci Amel, merci aux partenaires. Je suis désolée, j'ai la voix un peu cassée, donc ça tombe mal par rapport au son. On sait très bien que l'importance de la voix dans ce domaine. Donc excusez-moi si j'ai la voix un peu cassée. Parlons de formation et de transmission. Avant d'arriver à la formation, à la création d'une école publique, étatique, financée par l'État, j'aimerais bien quand même parler un peu de ce métier assez intéressant et important. Et on n'en parle pas assez, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Et on sait très bien que la Tunisie, comme au Maroc, comme d'autres pays en Afrique, il y a eu quand même des générations de techniciens, d'excellents techniciens et des ingénieurs de son qui sont souvent dans les oubliettes et qu'on n'en parle pas. Je donne l'exemple de Feu Fawzi Thebet. Fawzi Thebet qui a été formé avec la première école donc il a été à l'INSAS, donc la formation où l'État s'est engagé aussi de former, c'était un engagement de former juste après l'indépendance, de former la première génération d'ingé-son, pas uniquement, parce qu'on parlait de la télévision, formation pour la télévision, pour le cinéma aussi, donc tous les cours du métier donc, étaient quand même impliqués dans cette formation. Donc c'était ça la première génération réellement formée de manière professionnelle, pas en Tunisie. Mais également, il y avait à l'époque, il y avait quand même l'arrivée des tournages en Tunisie, donc la formation elle se faisait aussi sur le tas. Donc il y avait énormément de productions étrangères qui ont permis à nos réalisateurs d'impliquer pas mal de jeunes qui n'avaient pas du tout de formation. Donc sur le tas, il y avait énormément de gens qui ont été formés et la liste est longue. Et il y a eu quand même d'autres personnes qui venaient de partout et qui tombaient amoureux de ce métier aussi, donc soit en tant que par rapport à la prise de son, et je cite Hishmi Joler qui est resté quand même en tant que spécialiste de la prise du son. Entre-temps, le métier a évolué énormément. On sait très bien aussi l'importance de la diffusion, parce qu'on parle de film souvent et on ne parle pas de la diffusion. On sait très bien que projeter un film dans une salle de cinéma, ce n'est pas quelque chose de très facile. Et je pense qu'il y a une partie de cette chaîne qui a presque disparu pendant des années, qui a été négligée. Et je pense que jusqu'à maintenant, elle est encore négligée. Je reviens à la formation à l'école. Donc l'école qui a été créée dans les années 2000, donc après, donc, bien sûr, les bouleversements dont les collègues venaient de citer, donc il y a eu par rapport au numérique, par rapport à tous ces bouleversements, l'école créée en 2003 et 2004, l'objectif était de former au métier de l'audiovisuel et du cinéma. Il y avait un manque énorme parce qu'il y avait un besoin pour aussi produire des films, créer. Donc l'État aussi s'est engagé pour
faire un pôle plus ou moins à Gamart, reprendre un peu la SATP qui a disparu pendant des années et de reprendre les choses entre les mains. Donc il y avait ce partenariat, il y avait les laboratoires de Tarak Al-Amal où il y avait la création des laboratoires et des studios, l'auditorium pour le doublage, pour le mixage. Donc il y avait pas mal de productions aussi à l'échelle internationale qui se faisait juste à côté de l'école. Donc il y avait la partie ministère de la Culture et il y a le ministère de l'Enseignement supérieur. On a toujours collaboré ensemble. Et ça, c'est un point fort par rapport à l'école publique qui a trouvé un partenaire permanent au quotidien. Donc les studios, l'auditorium, il est en permanence occupé par les collègues qui interviennent. Et là, j'ouvre aussi une parenthèse par rapport aux intervenants, aux techniciens qui ne sont pas valorisés de manière... Je ne sais pas ailleurs, je pense qu'il y a cette idée d'intermittent en France qui valorise un peu les techniciens. En Tunisie, je pense que nos techniciens ne sont pas assez valorisés, on n'en parle pas assez, ils sont très mal payés, souvent. Bon, sur les tournages, bien sûr, ils sont payés, mais comme il y a de moins en moins de tournages et tout ça, donc on se trouve en train de faire pratiquement, ils sont polyvalents, ils font un pas à la fois à la prise, donc toute la chaîne, et on se débrouille, quoi. Et du coup, donc, à l'école, ces intervenants, les collègues qui interviennent sont à la fois des ingénieurs qui travaillent à la télévision, d'autres travaillent sur le cinéma, sur des films de grosse production. Ils sont presque de manière bénévole sur les projets des PFE et tout ça. Donc, je parle toujours de cette intervention de techniciens, qu'on considère techniciens, alors que réellement, ce sont des artistes. Moi, je les considère comme des artistes qui interviennent sur le récit, sur l'écriture, donc voilà. Et depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, cette première génération d'ingé-son a formé quand même. La transmission, elle a été faite. Et je suis très contente parce qu'en arrivant ici hier, je débarque et je trouve pas mal soit de jeunes ou moins jeunes, qui sont éparpillés partout, ils sont impliqués dans toutes les manifestations. En parlant d'immersif, ils sont dans les box, et ils sont sur, je pense que là, ici dans la salle, il y a parmi eux qui sont aussi, donc qui font la couverture par rapport à la prise. Donc ça, c'est quand même, je pense qu'on a capitalisé sur ce potentiel humain et qu'on aimerait bien aussi développer. Et donc je pense aussi ce partenariat avec l'EIF également aussi, avec l'Alliance française, avec l'Institut français, et avec donc tous les partenaires, va dans ce sens parce que le métier évolue tellement et on est obligé de suivre aussi les évolutions. On parle par exemple, on ne parle pas du tout des métiers de la scène. Aujourd'hui, certains étudiants ou anciens étudiants formés à l'école pour la télévision, on les trouve également sur les grandes chaînes, France 24 ou TV5 Monde, je fais de la publicité là, et on est fiers d'eux parce qu'on ne les connaît pas. Mais cette première génération, elle est derrière les micros, derrière les consoles. Mais aujourd'hui, je pense que l'enjeu, c'est aussi de former pour les nouveaux métiers, y compris les métiers de la scène. Je parlais tout à l'heure par rapport aux gens qui sont en train de faire la couverture là, à l'instant, et on ne forme pas. En Tunisie, il n'y a pas cette formation pour la scène. Donc, les étudiants, quand ils sortent, ils se retrouvent, le marché existe. Donc, je pense qu'il y a un potentiel énorme, il y a énormément de choses à explorer encore et encore. Sauf que bon, il faut que quand même un engagement de l'État par rapport à l'école, par rapport aux écoles, soit publiques ou privées. Donc, il y a énormément de chantiers qui sont, je pense, aujourd'hui possibles, quoi. Merci beaucoup, chère Lamia. Vous l'avez compris, on est en train de vraiment restituer un peu l'essence de tout ce qu'on a partagé durant ces rencontres. Et je vais laisser la lourde tâche à Christophe Rioux de conclure. Alors, j'ai plein d'axes pour vous. Je veux qu'on parle d'économie, d'industrie culturelle et créative. Je veux parler d'une économie qui se développe avec quelques chiffres éventuellement. Je veux parler de la dynamique du podcast, ICC économie. Mais laissez-moi quand même vous présenter. Vous êtes donc, comme je le disais, président fondateur de la Semaine du Son de l'UNESCO en Tunisie, universitaire, journaliste et écrivain. Vous enseignez à Sciences Po Paris et à la Sorbonne, chroniqueur sur France Culture. Vous présentez l'émission Les Deniers de la Culture sur France 5 et écrivez pour Lire Magazine littéraire, la revue Études et le groupe Beaux-Arts, membre de l'association La Plume de Pan,
Jury du Grand Prix du livre audio, vous êtes administrateur de l'association Lecture Jeunesse. Vous dormez quand? Oui, c'est vrai que je ne dors pas beaucoup, mais voilà, mais tout ça nous, tout ça nous porte. Oui, peut-être, je voudrais tout de suite dissiper un malentendu qui existe quand on parle économie, quand on parle aussi industrie culturelle et créative, ce fameux acronyme ICC, qui est devenu lui aussi une sorte de mantra aujourd'hui, et dire qu'on ne peut pas penser l'économique sans la création, et que c'est un couple parfois complexe, mais pour le meilleur et pour le pire, mais qu'il y a un enchâssement, un entrelacement, un enlacement, je ne sais pas comment appeler ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que Salammbô de Flaubert a été choisi comme mantra de cette semaine du son de l'UNESCO, puisque c'est une œuvre qui, a priori, a fait l'objet de beaucoup de tentatives d'adaptation, mais la plupart du temps ratées. Donc c'est un peu paradoxal de la choisir. On aurait pu prendre une œuvre beaucoup plus simple à adapter. On dit par exemple en musique, on a eu des tentatives avec des opéras, que Salammbô est immusicable, c'est un terme qu'on utilise, pour décrire la difficulté à l'adapter. Et c'est vrai que la plupart des formes d'adaptation ont été assez difficiles, à part peut-être, on en a parlé lors de nos rencontres, j'ai eu l'occasion déjà de l'évoquer, la bande dessinée avec Druillet, par exemple, qui a tenté de créer une sorte de Salammbô fantasmée complètement incroyable, et c'est la force du visuel. Mais pendant ces rencontres, nous nous sommes beaucoup intéressés finalement à l'économie et aux industries culturelles et créatives. Nous avons évoqué, alors je cite quelques rencontres, le livre audio augmenté, les métiers de l'audiovisuel, la création sonore, native ou hybride, mais aussi les enjeux économiques de la francophonie. Et ils sont importants ici au sommet de la francophonie de Djerba. J'aimerais rappeler aussi une chose, c'est que je crois qu'on ne perçoit pas le poids des industries sonores. Oui, on parle d'industrie sonore. Nous avons commandité, dans le cadre de la Semaine du son de l'UNESCO, une étude du cabinet Asterès qui a tenté de peser les industries du sonore ou les industries sonores. Eh bien, le chiffre que nous avons, nous n'avons pas cité beaucoup de chiffres, j'en cite un qui est déterminant, c'est 38 milliards d'euros en France, c'est-à-dire le poids de l'industrie de la défense ou de l'industrie pharmaceutique. Alors certes, il y a une question de définition, là on ne parle pas du livre audio ou du podcast qui en poids n'ont pas cette importance-là, mais on parle des industries sonores dans leur globalité, c'est-à-dire nous aurions dans le sonore un potentiel de 2% du PIB, ce qui est assez colossal, et ce qui prouve l'intérêt aujourd'hui d'aborder la Semaine du son de l'UNESCO en Tunisie comme un vecteur de développement économique majeur, parce que nous découvrons à peine le sonore. Nous avons vécu dans des millénaires d'obsession rétinienne. Le visuel a un petit peu tué le sonore, qui a longtemps été considéré comme un sens vil. Vous pouvez vous le voir d'ailleurs avec d'autres sens. L'olfaction pendant très longtemps a été bannie. Sentir, c'était sentir de mauvaises odeurs. Et puis, peu à peu, l'olfaction est devenue un sens noble. Eh bien, le sonore revendique aujourd'hui cette dimension d'une forme de noblesse. Et souvent, vous le savez, l'onction suprême, c'est l'économique. C'est quand on pèse économiquement qu'on est reconnu socialement, sociologiquement, d'un point de vue sociétal. C'est ce qui est en train de se passer avec le sonore, qui, avec ses 38 milliards d'euros, n'a rien à envier à la défense ou à la pharmacie. Alors, ça veut dire quoi derrière ce chiffre et derrière le protocole du cabinet Asterès? C'est les supports de diffusion du sonore, c'est-à-dire les contenants, pas uniquement les contenus, donc c'est une approche assez ouverte. La création sonore dans sa diversité, l'audiovisuel, le spectacle vivant qu'on a cité tout à l'heure, le jeu vidéo aussi, puisqu'il y a du son dans les jeux vidéo. Les arts visuels qui, comme par hasard, sont de plus en plus sonores, de plus en plus de plasticiens, d'artistes utilisent le son. Et donc, je pense qu'un des objectifs aujourd'hui, c'est de sortir de la tyrannie du rétinien. Il y a du sonore partout dans nos vies, on ne s'en rend plus compte. Il y a du sonore dans l'automobile. L'industrie automobile est fascinée par le sonore aujourd'hui. Le son des voitures, le bruit des portières, la question de la mobilité et du sonore en mobilité est un enjeu essentiel. Et ça va très loin, même le parfum s'y intéresse. Je pense à nos amis de l'IRCAM qui sont intervenus pendant la Semaine du son de l'UNESCO en Tunisie. Il y a eu une tentative de collaboration, je pense réussie, entre une marque qui s'appelle Victor & Rolf et l'IRCAM pour créer un parfum sonore. Alors c'est une expérimentation, on a mobilisé beaucoup d'experts, mais un parfum, ça peut évidemment s'entendre. Et là, on est vraiment dans ce qui peut être intéressant pour la Semaine du son, c'est qu'elle est au centre de ce qu'on pourrait appeler les correspondances baudelairiennes. On peut parler aussi plus scientifiquement des synesthésies. Vous savez que dans les synesthésies, nos sens se répondent.
et comme dans le poème de Baudelaire d'ailleurs, correspondance, et donc le sonore interagit avec nos sens. Et donc cet aspect-là est un territoire prometteur pour des développements. Vous citiez Sciences Po Paris où j'interviens. J'ai créé un cours spécialisé dans le domaine de l'audio qui s'appelle l'audio digital au cœur des nouveaux médias et des industries culturelles et créatives. C'était pas du tout une évidence au début. Beaucoup de gens m'ont regardé en me disant mais vraiment l'audio c'est si important? Ben oui, l'audio c'est déterminant. Il est partout. Il est dans toutes les industries culturelles et créatives. Il les innerve. Et puis, il y a des secteurs et des segments qu'on a un peu oubliés. Nous n'en avons pas beaucoup parlé cette année. Nous tenterons d'en parler plus prochainement. C'est la santé. Vous le savez peut-être, d'ici 2050, une personne sur 4 rencontrera des problèmes d'audition dans sa vie. Une personne sur 4. Imaginez le potentiel de développement de l'industrie de la santé en interaction avec aussi des formes de créativité. Et puis, j'aimerais finir peut-être en évoquant un danger, un péril. Il y a aujourd'hui une tentative de mainmise des GAFAM, les fameux Google, Apple, Facebook, Amazon et les autres, puisqu'on peut aussi mettre dans le même sac Spotify. On le voit aujourd'hui, des grands groupes, alors plutôt américains, en tout cas des grands groupes internationalisés, tentent d'investir le sonore. Et je pense que face à cette tendance qui est assez inquiétante, parce qu'elle peut bouleverser cet écosystème du son aujourd'hui qui est d'une grande variété, d'une grande diversité. Il y a encore beaucoup de diversité dans le podcast, dans le livre audio, dans la création sonore, dans la musique, dans le spectacle vivant et les arts visuels. Je crois qu'aujourd'hui, il faut réfléchir, avec la Semaine du son de l'UNESCO en Tunisie, à un front franco-tunisien, un peu de rive de la Méditerranée, pour tenter d'endiguer ce mouvement des GAFAM. Et moi, je veux défendre, j'y crois, et c'est chevillé au corps, et on parlait du corps comme un réceptacle du sonore. Aujourd'hui, on n'entend plus uniquement avec les oreilles, on entend avec tout son corps. Je crois qu'il faut aujourd'hui réfléchir à un son francophone, qui serait au cœur des industries culturelles et créatives à la française, et qui permettrait de conserver une forme de résistance aux rétiniens parfois massifs, industrialisés, et à la compression du son que proposent certaines industries. Merci beaucoup. C'était donc la restitution des principaux axes que nous avons abordés le long de cette semaine du son. Pour conclure, on va vous proposer les perspectives, un peu qu'est-ce qui ressort de tout cela, qu'est-ce qu'on espère pour les mois qui arrivent. J'ai envie de commencer par Strasbourg. Strasbourg, capitale mondiale du livre en 2024, c'est vraiment une échéance importante quand on parle du son aujourd'hui. Oui, et je vais faire la transition avec ce que Christophe indiquait. Il parlait de penser un son francophone, et j'allais dire plutôt des sons francophones, et donner à entendre les voix de la francophonie. Donc effectivement, en 2024, Strasbourg sera capitale mondiale du livre UNESCO. Ça fait maintenant 10 ans qu'on organise un festival du livre audio et du podcast et des rencontres francophones du livre audio auxquelles la Tunisie participe maintenant depuis 2 ans. Nada et Yacine font partie du comité des rencontres francophones. Et avec cette perspective 2024, notre ambition, c'est vraiment de donner à entendre les voix de la francophonie. Partant aussi d'un constat qu'aujourd'hui, si on se penche sur le livre audio, on va plutôt entendre une voix qui est plutôt une voix franco-française. On se dit qu'il est dommage de passer à côté de cette diversité et des écritures francophones, mais également des voix francophones. Donc Strasbourg 2024, effectivement, pour nous, est une échéance. On est en train de cogiter de manière collective sur la forme que ça pourrait prendre. Bien entendu, des rencontres professionnelles dans la continuité de ce que nous avons déjà organisé avec les alliances françaises de Bizert et de Djerba, avec le soutien de l'Institut français, mais également des parcours sonores à penser pour valoriser justement ces écritures francophones, avec la mise en avant, évidemment, de l'oralité, de la lecture à voix haute. Merci beaucoup, Cécile. Je me tourne vers Nedé. On a vu pas mal d'intervenants justement de cette nouvelle industrie, de ce nouveau médium. Est-ce qu'on peut établir une petite cartographie de ce qui se passe à ce niveau-là en Tunisie aujourd'hui ? Alors, il y a pas mal d'initiatives en Tunisie. On n'a pas beaucoup, il faut le dire. C'est pour ça que on a pensé à organiser justement ces rencontres professionnelles et de créer
voilà, une réflexion autour de ce marché prometteur en Tunisie, mais je citerai plusieurs initiatives telles que la plateforme Livox avec Zakia Bouassida qui a été une des intervenantes sur une des tables rondes des rencontres professionnelles. Il y a aussi Ayman Draoui qui n'est pas forcément sur le livre audio, donc il est en train de mettre en place une plateforme voilà, pour des livres numériques en général, audio en particulier. D'autres initiatives d'éditeurs tunisiens comme Arabesque, donc, qui a édité le premier livre audio en Tunisie. Voilà, donc il y a quelques initiatives autour du livre audio. Il y a aussi le podcast, donc à l'occasion du festival du livre audio en ligne qui a été organisé par la Plume de Pan, pardon. Nous avons créé aussi des podcasts lecture d'oreille avec les équipes pédagogiques des Alliances françaises, mais aussi des apprenants du centre de langue. Il y a aussi pas mal d'initiatives qui ont été lancées par l'Institut français dans ce cadre. Voilà, mais je pense qu'il serait intéressant justement, comme tu viens de le dire, de dresser voilà, une cartographie de toutes ces initiatives. Alors là, donc on commence aussi un projet qui est en train de se mettre en place, qui est porté par l'association Bizerte Cinéma et un consortium d'associations tunisiennes dans les alliances françaises de Bizerte et de Djerba, on est partout. Alors, le festival Tazwart, donc c'est un festival de la culture berbère. Et nous, on a pensé qu'à travers le podcast, il était possible de faire un travail on va dire, de sauvegarde et de transmission de tout le patrimoine oral berbère qui est en train de se perdre parce que, en fait, la langue berbère en Tunisie est en train de se perdre. Et c'est toute, on va dire, toute la magie qui est dans la sphère francophone que permet justement la langue française. Donc la langue française permettrait justement de transmettre et de sauvegarder tout ce patrimoine immatériel qui est les contes et légendes berbères à travers l'enregistrement donc de podcasts d'histoires contées par des femmes tunisiennes. C'est pour ça que ça s'appelle le festival Tazwart, qui veut dire femme forte, et les traduire par la suite en langue française. Voilà, donc je pense que oui, il est très très important, je pense, de dresser une cartographie de toutes ces initiatives. Ça permet aussi de créer une sorte de réseautage. Voilà, c'est ce qui est très très important justement pour aider justement toutes ces initiatives à mener, on va dire, à mener les projets à terme, voilà, etc. Merci beaucoup. Je me retourne vers Christophe Rioux. On parlait de 25 ans de Semaine du son. Je pense que ça veut tout dire. Le projet pérenne, la révolution que vit justement ce secteur le rend encore plus intéressant. L'année prochaine, vous parlez d'ouverture vers les experts. Qu'est-ce que vous sous-entendez ? Oui, l'idée c'est vraiment de tirer un petit peu les leçons, les enseignements de cette première semaine du son de l'UNESCO en Tunisie. Et on le voit, et je l'ai évoqué tout à l'heure, la dimension économique aujourd'hui elle est centrale. Or je pense que nous avons besoin d'avoir un appareil statistique un peu plus élaboré, d'avoir accès à des données, de conduire des études. Donc ce sera le cas d'ailleurs avec le centre de ressources du livre audio et du podcast. Et puis on aura des interactions avec la création sonore à Strasbourg avec la Plume de Pan. Et on a vraiment besoin de produire du contenu, à Sciences Po Paris d'ailleurs aussi, dans le cadre de ce programme, c'est un peu la même chose. L'idée c'est de réussir à travers des travaux aussi impliquant des étudiants, à travers des centres de recherche dont nous disposons, de générer une véritable réflexion économique. Donc donner la parole à des experts de ces différents champs, appartenant aux industries culturelles et créatives, puisque je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement intégrer cette dimension-là, sans en avoir
peur, puisque effectivement, j'évoquais les réticences qu'on peut parfois rencontrer. Aujourd'hui, c'est sans doute un moyen de donner une logique aux hybridations qui sont à l'œuvre. Aujourd'hui, on ne peut plus penser le livre, la musique, le cinéma, le jeu vidéo, les arts visuels en silos. Il faut arrêter les silos, il faut vraiment décloisonner. Alors, c'est une sorte de mot d'ordre qu'on entend depuis un certain nombre d'années. La réalité, c'est que ça prend un peu de temps. Si c'est fait intelligemment, si c'est fait avec un désir de ne pas abîmer la culture et de garder justement un fil rouge ou un principe comme celui de Flaubert avec Salammbô, je pense qu'on peut aller assez loin. Ah oui, et Salammbô les Mureaux, alors typiquement, ça c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur, Salammbô les Mureaux, puisque nous, là aussi, avec la Plume de Pan, dont je suis l'un des membres, nous avons, avec le soutien du Centre national du livre, initié un vrai projet, alors qui, pour le coup, était totalement dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire les accents francophones, les connectivités, dans la continuité du sommet, puisque le principe, c'est de créer des ateliers de podcast qui permettent de redonner la voix aux habitants de ces quartiers prioritaires de la ville, ces fameux QPV, puisque les Mureaux est une ville qui est caractérisée par une forte présence de quartiers prioritaires de la ville. Alors, je vous disais que ça me tenait à cœur. Moi, j'ai grandi là, et c'est une ville effectivement difficile, c'est complexe parfois, mais où précisément la voix des territoires, la voix des Mureaux, les voix des Mureaux et des habitants qui raconteraient à la fois leurs histoires intimes, puisqu'ils viennent de partout, vraiment partout dans le monde. On a une communauté d'ailleurs tunisienne significative. Donc on a effectivement des voix qui sont des récits, des histoires personnelles, mais aussi des histoires de fiction, puisque je le remarque en y passant beaucoup de temps, puisque moi j'y suis très, très régulièrement, et j'y suis d'ailleurs dans les prochains jours, on a énormément de créativité, d'envie de raconter des histoires, et souvent les jeunes de ces quartiers se demandent est-ce que je peux créer un scénario, essayer de faire un film, et c'est vrai qu'ils sont un peu parfois écrasés par le poids des grosses machines économiques, et donc le podcast par exemple peut permettre d'avoir un accès assez rapide à des histoires, et dans ce cadre-là nous avons effectivement initié un lien avec le Salammbô de Flaubert, encore lui. Et le principe, c'est d'essayer, à partir de podcasts générés dans la ville des Mureaux, à travers une cartographie de la ville et une relecture contemporaine par les habitants de l'œuvre, de créer une passerelle avec, par exemple, des habitants de Tunis-Carthage. On veut redonner au mythe son actualité, comme ça a été fait d'ailleurs avec ce court-métrage que nous évoquions. Là, on est dans un autre format, qui est celui du podcast, mais ça permet de redonner, de rétablir cette dimension, et c'est un aspect essentiel. J'aimerais parler aussi de cette ouverture qu'on a décidé de créer à partir de l'année prochaine sur les experts en économie. Alors, les alliances françaises sont souvent identifiées comme des centres de langue et de certification. Donc, certes, nos missions, c'est l'enseignement de la langue française, la promotion de l'interculturalité, mais on est aussi... je pense que les alliances françaises, en tant qu'association tunisienne, ont un rôle très important à jouer dans l'insertion professionnelle des jeunes Tunisiens, et à travers nos conseils d'administration qui sont aussi le président de l'Alliance française de Bizerte, qui est président aussi de Réseau Entreprendre, le président de Djerba qui est engagé dans le secteur de la formation. Donc je pense que les alliances françaises ont un rôle très très important à jouer dans le secteur de l'employabilité, et puis c'est pour ça qu'on s'est organisé en consortium avec d'autres associations tunisiennes, françaises, et puis aussi des partenaires. Et tout ce monde, je pense, essaye d'œuvrer ensemble pour dynamiser les opportunités justement qu'offre la francophonie. Je vais faire un dernier tour de table pour vous demander un peu, finalement, la finalité. Ne t'inquiète pas, Yessine, j'ai une question un peu plus spécifique pour toi qui est, j'espère qu'on a suscité des vocations, que des jeunes, avec tous ces moments qu'on a partagés, je rappelle que tout
nos tables rondes sont disponibles sur les sites des Alliances françaises et sur le site de la Plume de Pan. Yacine, un modèle économique, mais adapté au local, enfin, au schéma tunisien. Est-ce que si on continue à travailler aussi dur sur les perspectives, on va être capable d'en produire un pour vraiment encourager finalement les jeunes entrepreneurs ou autres? On a parlé de Zaki Abouassida tout à l'heure. Est-ce que c'est envisageable? Alors, c'est extrêmement envisageable. Pour prendre un exemple, parce qu'il y a énormément de tentatives. Le numérique offre un panel technologique très très large. Et justement, ce panel-là, parce que le son, enfin, je veux dire, le son déteste les parasites. Donc, le modèle économique déteste aussi les parasites. Et donc, ça veut dire que ça finira, moi je suis confiant, que ça finira par prendre, qu'il y aura très prochainement des outils plutôt fédérateurs, parce qu'il y a énormément d'expériences autour de ces plateformes, des plateformes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il y a, je disais aussi, que le numérique propose un tel nombre de plugins et d'outils et de lignes de code. Donc, à un moment donné, je pense qu'avec avec ces rencontres professionnelles-là, je veux dire, d'ailleurs, ces rencontres professionnelles sont là aussi pour mettre un peu les choses à plat, mettre les gens ensemble et décider aussi de faire des choses de manière collective et de construire des projets ensemble. Quand je parle d'épurer justement toutes les petites tentatives, cela veut pas dire que ces tentatives-là n'ont pas été fructueuses, mais elles ont, à un moment donné, je pense, permis de valider d'autres... De montrer les limites, finalement, voilà. Absolument. C'est comme... enfin, je dirais, c'est pas les exemples qui manquent. Et je pense que le modèle économique dépend aussi beaucoup du modèle culturel. Il y a certes l'ouverture au monde, l'ouverture aussi, parce que la sphère francophone est large, mais les pratiques locales diffèrent. On peut le voir même en Tunisie, peuvent différer du nord au sud. D'ailleurs, de Bizerte à Djerba, en tout cas moi qui vient, je veux dire, qui a passé plus de 15 ans au nord de Tunis, après une année passée à Djerba, je peux constater quand même les différences de pratiques, et ça peut aller de simplement, je veux dire, des choses, des éléments du quotidien. Je pense que c'est important aussi de toutes ces tentatives-là, de continuer aussi à travailler dans ce sens, à travailler dans le sens de ces tentatives. Et je pense que le bébé il finira par grandir. Et puis les rencontres professionnelles du livre audio, elles sont là, elles continueront d'exister. Il y aura d'autres activités tout autour, naturellement, parce qu'à un moment donné, il y aura certainement un glissement vers quelque chose de beaucoup plus grand. Et là, j'arrête le teasing parce qu'il y a plein de surprises qui sont en préparation, là, de manière imminente. Et puis voilà, de toutes les façons, la connectivité aujourd'hui, c'est notre fer de lance. Le numérique également. Et puis l'information avant tout, parce que c'est aussi ça le nerf de la guerre. Vous me facilitez trop le job. Qui dit formation, on passe à Lamia. Effectivement, pour conclure, Lamia, sur scène, il y a eu un engagement qui a été pris. C'est la promesse de faire un audiobook au sein même de l'ESAC. On entendra un extrait à la prochaine semaine du livre, c'est promis. Inch'Allah. Sinon... Yes, we can. Yes, we can, why not? Ok. Non, mais j'aimerais bien rebondir par rapport au sujet de la coproduction. Je pense que la Tunisie, elle a toujours été quand même une terre de tournage et de collaboration entre la France, l'Italie et aussi l'Afrique. Là, on a une représentante du CNCI. Et il y a quand même un fonds qui quand même finance un peu de collaboration entre je parle du cinéma là, hein. Donc les films qui sont coproduits, et grâce à ces coproductions, je pense qu'il y a une certaine authenticité qui se dégage dans les films.
à travers la bande son, parce que les jeunes ingénieurs de son souvent sont des pays eux-mêmes. Donc je prends l'exemple de Arij, par exemple, qui là récemment cartonne le film. Le film, c'est une approche pratiquement documentaire. Elle a essayé de prendre. On précise, c'est Sous les figues de Elis Khiri qui a été sélectionné à Cannes dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs, qui était en sélection officielle au TIFF, Toronto Film Festival, et qui a obtenu le Tanit d'argent aux dernières JCC. Voilà. Où la bande de son est exceptionnelle, extraordinaire, parce elle a pris un peu. Elle était très proche des personnages et les sons étaient authentiques. Donc il y avait des femmes qui chantaient des chants authentiques de la région elle-même. Enfin, on les connaît pas. C'est une forme de réconciliation. L'art aussi, il nous réconcilie. Enfin, il arrive quand même à ces ponts qui existaient. Enfin, ça me semble très loin, mais elle nous rapproche de ce monde-là. Et il y avait un ingénieur de son qui était présent à l'ESAC pendant toute la semaine dernière. Il est présent cette semaine aussi. Il a assisté au film. Il a trouvé ça formidable par le son, que l'émotion, elle passe par le son. Et la femme qui chantait, elle était présente, la fille qui était présente. Elle a pris des acteurs qui ne sont pas professionnels, des gens qui sont du terrain, qui n'ont jamais eu d'expérience dans l'acting. Donc voilà, je parle de cette authenticité. Donc la coproduction et la collaboration, mettre ensemble des projets communs entre la Tunisie et la France, la Tunisie et l'Italie, donc sans remettre en question notre authenticité. Donc moi je pense qu'il faut revendiquer nos origines. Il y a des choses qui sont spécifiques à Djerba, ils sont spécifiques à Guebes, il y a des choses, et c'est là où il faut creuser. Si on parle de livres, par exemple, chercher aussi ce qui est spécifique par rapport, moi, personnellement, si je mettrais en place un projet, ce sera en rapport avec ce qui est local pour aller vers l'universel. Moi, je pense que par la voix, il y a énormément de champs à explorer par rapport à notre patrimoine musical. Je ne sais pas, il y a des champs énormes à explorer, mais également il y a aussi la recherche qu'il faut développer, parce que le champ de recherche, il n'est pas énormément exploré. Donc voilà, tout à l'heure, Christophe parlait de la recherche, que ce soit en France ou même ailleurs. Il y a très peu de chercheurs qui sont quand même qui vont vers le son, très peu. Je pense que là aussi, il y a de quoi aussi travailler sur la recherche. Et je termine par pas par rapport à la recherche, mais par rapport à la collaboration, par rapport au projet. Voilà, on a commencé quand même à mettre en place un projet avec l'Alliance française, et j'aimerais bien que Nader aussi dévoile un peu l'objectif de le prix qui sera mis en place. Il a été revendiqué par les techniciens du son qui étaient présents avec nous durant cette belle semaine. Donc voilà, il y a eu plein de promesses. Je laisse quand même les partenaires. On va conclure par ça. Je vais y arriver. Mais en ce qui concerne l'école, donc l'école en 2024 donc fêtera les 20 ans de ESAC, et donc il y aura un réseau. Donc on va essayer quand même de regrouper donc nos ingénieurs de son, faire la cartographie. Donc c'est important aussi de savoir où sont ces ingénieurs du son, qu'est-ce qu'ils deviennent aujourd'hui, et comment on peut aussi les impliquer dans ce genre de projet ou de partenariat. Et je sais que pertinemment qu'ils seront quand même, ils vont participer avec le grand cœur, voilà, comme d'habitude. Voilà. Merci beaucoup, Lamia Guiga. Cécile, avant de vous laisser conclure, j'aurais voulu qu'on parle quand même un tout petit peu du centre de ressources, faire un petit état des lieux. Oui, alors c'est bien parce que ça va me permettre de réagir sur les propos sur la coproduction. Le centre de ressources, en fait, on va le présenter le 12 décembre au Centre national du livre. En fait, on a décidé de le créer sur le constat qu'avec l'engouement pour le son, on a de plus en plus de potentiels entrepreneurs qui nous contactent pour créer des maisons d'édition de livres audio, avec aujourd'hui quand même un certain nombre de flous juridiques sur le sujet du livre audio. Donc le centre de ressources, il a pour vocation à former et à accompagner de futurs entrepreneurs autour du livre audio. Et alors pourquoi je rebondis sur la coédition, c'est que dans le cadre de ce centre de ressources, il y aura un volet formation, accompagnement, mais aussi un volet
publication d'études. Donc, on y retrouvera notamment la synthèse de la Semaine du son en Tunisie, et on en parlait avec Nada et Yacine ce matin. Peut-être, on l'espère, une première cartographie des acteurs en Tunisie. Coédition, ça veut dire aussi mise en réseau. Donc nous, de notre côté, on a établi une cartographie des acteurs en France. Donc on espère que ça pourra donner lieu à terme aussi à des coéditions entre la France et la Tunisie. Et puis un point peut-être aussi à souligner qui va faire écho aussi aux ambitions de création de prix divers et variés et puis de collaboration, c'est que dans le cadre aussi de Strasbourg Capitale mondiale du livre 2024, on a le projet de créer une bourse de création sonore francophone en invitant 2 auteurs, un auteur français et un auteur d'un pays francophone. Et j'espère bien qu'on aura des candidatures tunisiennes. Le relais, il est là. Donc je disais que tout naturellement, il y aura forcément des candidatures tunisiennes, parce que le relais, il existe, il est là, il existe, et puis il est nord-sud. Donc, je pense que, oui. Merci beaucoup Yacine. Je reviens vers Nedé pour conclure. Donc Lamia a parlé de ce fameux prix du son, mais on a également parlé du prix du podcast éventuellement. Oui, voilà, donc pour conclure, j'aimerais d'abord dire que, voilà, que le livre audio, mais aussi le podcast, permettent un dialogue dans l'espace francophone au service de la culture, de l'insertion professionnelle, mais aussi de la formation. Et donc ce qu'on aimerait, on a pensé l'année prochaine lancer dans le cadre de la 2e édition de la Semaine du son, le prix du son. Voilà, et dans le cadre des rencontres professionnelles du livre audio, peut-être le prix du podcast. Voilà, donc beaucoup d'idées, beaucoup de projets en perspective, et voilà. Oui, je vois sur les images de tout à l'heure, c'était un peu avant, mais nous avions justement Val, qui est l'intervenant qui était à l'ESAC et qui est venu dans le cadre d'une bourse Fulbright et qui nous a fait l'honneur et le plaisir infini de se joindre à nous pour donner aussi une dimension encore plus internationale à cette Semaine du son. Donc c'est la francophonie, mais il n'empêche qu'on a aussi parlé anglais et que nous sommes ouverts à toutes les formes linguistiques et à tous les accents. Juste peut-être par rapport au prix du podcast, rappeler une chose, c'est que la Semaine du son, alors pas de la Semaine du son de l'UNESCO, pas en Tunisie, mais la Semaine du son globalement remet un prix chaque année au Festival de Cannes qui est dédié à la création sonore, et nous avons eu comme vraiment figure tutélaire, soutien très important, Costa Gavras et Thierry Frémaux. Il faut souligner que leur action a été très importante et que la Semaine du son de l'UNESCO remet chaque année, c'est la 5e année quand même, un prix à Cannes pour la création sonore. Donc voilà, ce sera un peu dans la continuité avec peut-être une... Il y a eu un Tunisien qui a eu quand même le prix de... Voilà. Exactement. Eh bien, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. J'aurais voulu vraiment remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette incroyable semaine qu'on a passée ensemble. Merci pour votre générosité. Vous êtes animés par cette passion que, en tout cas, moi, vous avez réussi à me transmettre. J'ai appris plein de choses. Je vous remercie vivement. J'aurais souhaité qu'on termine avec cette phrase de Flaubert que je trouve absolument fabuleuse sur Djerba. Il n'y aura pas mieux que ça. Merci à tous. Je rappelle que les captations de toutes les tables rondes ainsi que la restitution sont disponibles sur les sites de l'Alliance française de Tunis, de Djerba, La Plume de Pan. Et là, je salue tous ceux qui nous regardent sur la page YouTube, la chaîne officielle de ce sommet de la francophonie. Merci à tous pour votre attention. Et donc, le mot de la fin, la phrase de la fin. La grosse pression. Je me souviens que quand j'ai dû dire c'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar, devant l'UNESCO, la première fois, j'avais eu une émotion incroyable. Et bien là, je vais la redire, mais elle est sublime. Cette phrase, à Djerba, vraiment, hein, à Djerba, l'air est si doux qu'il empêche de mourir. C'est magnifique. Bravo Flaubert. On va lui remettre un prix l'année prochaine. Pas mal ce petit Flaubert là. Merci à tous.